Salut la compagnie! Bienvenue dans Cogito Ergo Sum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant, ou les parents enjoués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable? Cet épisode est la suite d'un échange initié dans un épisode précédent que je vous recommande d'écouter avant de débuter celui-ci. Embarquez avec nous dans la suite de cette discussion pour en apprendre plus sur ce sujet passionnant. Ce dernier point, sur la dimension collective, là, ça me fait vachement penser à un des ingrédients que moi j'ai pu identifier. Donc, comme je te disais tout à l'heure, j'ai essayé de synthétiser tout ce que j'ai appris depuis un an là. Et les ingrédients, moi, que je ressors, qui ont l'air de revenir parmi les différentes personnes que j'ai interviewées, alors la première, c'est les émotions. Donc ça rejoint complètement une des dimensions dont tu parles. La deuxième, ce serait le côté nouveauté ou rareté. Donc, t'en as parlé aussi à un moment dans la partie émotionnelle, justement, en disant il y en a qui préfèrent quelque chose qu'ils connaissent bien et d'autres qui préfèrent la nouveauté. La troisième, ça va être l'impact. Dans mon contexte, moi je m'intéresse en particulier aux solutions numériques, mais après les gens que j'ai interviewés, ils sont de plein de domaines différents, ils parlaient pas forcément de ça, mais c'est plus, on va dire, de l'expérience, on parle d'expérience avec un produit ou un service. Et là, le fait qu'il y ait un impact sur soi, sur sa vie, par exemple, ça me fait gagner du temps, ou ça me fait gagner de l'argent, ou ça me fait, je sais pas quel autre impact ça pourrait être, ça me donne un sentiment de liberté. Ça, c'est un axe aussi important. Et le dernier, ça va être la création de liens sociaux, justement, donc qui rejoint beaucoup ta dimension collective. Le fait de vivre finalement des expériences à plusieurs, ça, a priori, ça a l'air de favoriser les expériences mémorables. Oui, alors, je vais répondre à tout ce que tu viens de dire parce que finalement, dans la dimension perceptive que j'ai retrouvée sur le terrain des chercheurs, on a le fait d'être pionnier, d'inventer des nouvelles choses. C'est quelque chose de très important pour les chercheurs. Donc il y avait ce cluster en fait, être un pionnier dans sa discipline, c'est très très important. Comme un peu dans l'étude de Csikszentmihalyi Robinson, il y avait cette notion de liberté qui est revenue aussi très souvent, de vivre ça, cette liberté, cette harmonie avec son projet, c'était quelque chose d'important. Puis la notion d'impact, moi je l'ai trouvée plutôt côté organisationnel, parce que c'est là d'une certaine manière qu'on mesurait l'importance de ce que les chercheurs inventaient, proposaient. Dans cette culture organisationnelle, l'innovation, elle était mesurée d'une certaine manière. Et donc il y a la notion d'impact qui vient de là. Mais je pense que là, ce que tu viens de dire, c'est que finalement, entre perception et organisation, entre ce que le chercheur sent individuellement et son engagement individuel et comment l'entreprise mesure, voit les résultats, en fait, il y a quand même des liens entre la nouveauté dont tu parles, l'engagement envers des choses chouettes, nouvelles, etc., et l'impact de l'organisation. Ouais. Donc, je pense que oui, il y a des liens même qu'on peut faire entre les 3 dimensions que tu proposes, 4 dimensions que tu proposes. Il y a des liens qui ne sont pas uniques et simplement opposés. Elles sont dans une dynamique. Ouais, ça s'entremêle un petit peu avec les différents axes qu'on a ici. Ok. Et toi, du coup, par rapport à toutes tes recherches, si tu devais demain concevoir un produit ou un service, comment tu t'y prendrais pour justement essayer qu'il soit mémorable?
Quels sont les ingrédients que tu essaierais de mettre dedans en priorité? En fait, est-ce que c'est toujours intéressant qu'ils soient mémorables aussi? Tu vois, c'est que on peut se poser aussi la question, en fait, finalement, pourquoi, en fait, il faut qu'ils soient mémorables? Euh, donc, là, la dimension, comment j'ai regardé, cette expérience pouvait être positive ou négative, en fait. Ça peut être négative, mémorable parce que négative. Oui. Donc, à la fin de la thèse, parce que j'étais en conception, on s'est dit, OK, là, tu as bien modélisé ton système, etc., mais qu'est-ce que tu fais avec cette dimension? Donc, j'avais proposé comment des solutions plus concrètes, par exemple, pour la clarité dans un centre de R&D. On a dit, en fait, ce qui peut être chouette, c'est d'avoir une pièce par projet et que chaque projet, en fait, soit incarné par un espace. Où il y avait un besoin, si je me rappelle bien, de synthèse ou de vivre quand on avance vite. Il y avait ces solutions de faire des sprints spécifiques, focus sur un sujet et pas s'éparpiller dans 30 projets à la fois. Voilà. Donc, bon, ça, sont liés finalement à mon contexte. Je ne pense pas qu'on peut vite fait les sortir de leur contexte. Encore une fois, on revient sur la même chose et avoir les recettes. Je suis un peu là. Les outils sont très intéressants, mais il faut les comprendre en fait d'où ils viennent ces outils. Donc, si tu me dis, mais non, voilà, t'as ton projet de rêve, il faut créer des expériences mémorables, ben, il faut que je comprenne en fait c'est quoi le projet, c'est quoi le projet pour les gens qui travaillent et c'est quoi le projet pour les gens qui vont le recevoir. Et à partir de là, on pourra travailler avec les connaissances que toi t'as, moi j'ai, et mettre en commun dans l'équipe qu'on a et les moyens qu'on a pour faire ce qu'on se dit de faire. Donc, je n'ai pas de la recette, Margot, je suis désolée. Eh mince, c'est encore pas pour aujourd'hui alors. Non, c'est pas. Ça marche. On change un peu de sujet ensuite, puisque tu mènes depuis 10 ans des recherches dans le domaine de la robotique, tu en as parlé tout à l'heure. Alors j'aimerais bien savoir, c'est quoi les questions auxquelles tu essaies de répondre dans ce domaine et de quelle manière tu t'y prends pour répondre à ces questions-là? Alors, c'est une question assez large. Donc, pour faire court, j'ai commencé le travail dans la robotique un peu par hasard, parce que j'étais embauchée à la fin de ma thèse et c'était mon premier projet en tant que chercheuse à Strat Research. Donc, j'ai participé à un programme national qui s'appelait Roméo 2 sur plusieurs années. Le but de ce programme, c'était d'imaginer des scénarios d'usage d'un robot humanoïde qui était destiné aux personnes, aux seniors et aux personnes en situation de handicap, fragiles, qu'on appelait personnes fragiles. Et le rôle de design dans ce projet, c'était d'imaginer la vie avec ce robot. C'était le rôle initial qui nous a été demandé. Mais le robot avait une fonction quand même au départ? Enfin, vous étiez guidé sur pourquoi en fait le robot, comment dire, il était fait dans quel but au départ? C'était à vous de tout imaginer ou on vous a quand même dit c'est un robot, je sais pas moi, qui aide les seniors à s'habiller ou j'en sais rien. Enfin. Le robot, c'était un robot humanoïde très très lourd qui mesurait 1,70 m, donc c'est un truc assez costaud qui était en train de se construire dans plusieurs laboratoires. Pour les chercheurs en robotique, ces questions d'usage ne se posaient pas vraiment. C'était plus la question de challenge technique, comment un robot, par exemple, peut prendre une tasse. D'accord. Comme ça, avec 4 doigts, tu vois. Donc, l'usage, en fait, ils ont imaginé qu'en prenant une équipe des médecins, des ergothérapeutes et des designers, eux, ils vont bien trouver des usages. Quoi faire de ce robot. Donc, c'était vraiment à vous d'imaginer les usages. À nous d'imaginer les usages, qu'est-ce que ce robot peut faire. Rapidement, nous avons remis en question la forme du robot.
son apparence humanoïde, son grand poids, sa stature, voilà. Et avec d'autres designers, nous avons proposé d'autres formes de robots qu'on a imaginé suite à toute une enquête qu'on a fait, sans robots sur le terrain, dans des maisons de retraite, centres de rééducation. Donc nous, on travaillait quotidiennement avec une équipe, une association qui s'appelait Approche, spécialisée dans questionnement de nouvelles technologies, apport de nouvelles technologies pour ces personnes fragiles. Et grâce à ces nouvelles formes robotiques, on a pu faire une étude comparative dans le projet pour montrer en fait qu'un robot humanoïde de cette taille-là peut faire certaines choses, mais un robot de petite taille peut faire une autre chose, et un autre robot non humanoïde qui est censé juste prendre des choses par terre et se balader à côté de la personne, voilà, il y a d'autres usages. Et suite à cette étude comparative, ça nous a permis en fait de proposer et d'écrire des scénarios avec un autre robot qui vient d'être construit dans le projet, qui était le robot Pepper. Donc c'est Aldébaran, l'entreprise qui portait le projet, qui était le producteur des robots. Ouais. Et Aldébaran, au moment après cette étude comparative, ont sorti la nouvelle star, c'était le robot Pepper, qui était ni un robot aussi grand comme Roméo, ni petit comme Nao que j'ai ici derrière moi. C'était un robot qui ne marchait pas, qui avait une base sur des roues et qui avait voilà, le corps de sa taille jusqu'à la tête, c'était la partie humanoïde, mais le bas, c'était juste un socle. Et donc, ensuite, tout a été rédigé sur ce robot-là, en fait. Les scénarios d'usage ont été écrits pour le robot Pepper. Et on a écrit une vingtaine de scénarios d'usage. Ces scénarios d'usage, on n'a pas pu les finir parce qu'on avait besoin, en fait, de les vivre. Et pour cela, on a créé un Living Lab low-tech. Et on a vécu pendant une semaine avec des professionnels de la santé, donc le médecin en charge de projet, les ergothérapeutes et des designers. Et on a joué ces scénarios comme des mini scénettes de théâtre. On les a joués dans le but de les finir, de pouvoir en fait les comprendre et les ajuster entre l'imagination qu'on a eue nous sur la feuille, sur l'écriture des scénarios et la réalité en fait. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un robot qui vit avec toi quand tu dors, comment il se place où? Donc tout ça, ça a été dans un appartement de 2 pièces qu'on a aménagé, avec des objets du quotidien, en fait, et on les a pris ces objets, et on avait une stagiaire, et sa grand-mère, elle était juste à côté de lui, où on faisait cet appartement, donc on a déménagé plein d'objets de la grand-mère dans l'appart, on a amené nos propres objets de la maison, des tapis, des fauteuils, des lampes, des tableaux, voilà, tout ce qui est pour rendre cet appartement authentique, comme si on vivait nous dedans. Okay. Et donc, après cette semaine, on a réécrit et enregistré, une fois qu'on était d'accord que c'est la justesse qui nous semblait, voilà, qu'on cherchait, les scénarios, et ensuite ces scénarios ont été donnés aux experts en programmation pour programmer certaines applications sur le robot Pepper. Et du coup, attends, pendant cette semaine, juste pour bien comprendre, donc ça se passait, vous étiez 5, 6 personnes dans cet appartement, et il y en a certains qui jouaient à tour de rôle la personne âgée? Pas à tour de rôle, en fait, on avait quelqu'un qui a fait de l'improvisation, qui était notre mine d'or, parce que c'est cette personne-là qui a joué la personne, la senior. D'accord. On s'est redistribué un peu les rôles. Moi, par exemple, je manipulais les robots. Donc, le robot, c'était comme une sorte de poupée, en fait, que je manipulais par derrière. Il y avait une autre personne, par exemple, un voisin qui venait parfois, ou le petit-fils de la personne qui venait parfois. Il y avait la personne qui réécrivait le scénario, et là, l'autre personne qui filmait. Et l'ergothérapeute était plutôt celui qui regardait et filmait et qui nous disait, là, en fait, ça se passe pas comme ça. En fait, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Toi, tu dis, en fait, que t'as pas envie
te lever en fait, et t'as pas envie. Et donc, c'est le but de ce qui était intéressant, c'est qu'on n'était pas du côté de la technologie, on était du côté de l'émotion qu'on ressentait, et on voulait pas en fait que la technologie va vaincre de certaine manière. Tu vois. On était en train de la challenger. Okay. Et c'est ça ce qui était très chouette, c'est que on avait cette liberté de si l'objet venait trop près de nous, de lui dire en fait non, là tu es vraiment trop près, il faut garder une distance, tu peux pas venir me réveiller comme ça. Donc tout un tas d'expériences qui ont été réécrites et plein de petites choses de détails. C'est ça aussi ce qui est très intéressant avec ce type d'expérimentation, c'est que on se rend pas compte de comment l'expérience avec un objet est faite par plein de petits détails d'usage, d'ajustement. Et on a pu, voilà, d'une certaine manière, vivre une partie de ces détails dans cet espace. Du coup, c'est l'ergothérapeute qui représentait les utilisateurs, si je comprends bien? Qui représentait le terrain, parce que l'utilisateur, c'est plus complexe. Ouais. Si tu veux, un patient dans un centre de rééducation interagit avec une quinzaine de personnes par jour. Entre la personne qui nettoie sa chambre, entre la personne qui lui donne à manger, entre les animateurs, entre les médecins, en fait, il y a plein de gens. Et donc, c'est tout un système, en fait, qui est représenté là-dedans. Et donc, l'ergothérapeute était là pour amener cette richesse. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ensuite, mais pourquoi t'as pas pris des vrais utilisateurs à ce moment-là, en fait, on avait besoin c'était trop tôt. Les utilisateurs, on les a vus après, ensuite, pour challenger nos idées. Mais en fait, ce qu'on voulait, c'est qu'on arrive sur le terrain avec des propositions qui ont déjà passé le test de la réalité d'une certaine manière. Qu'on fasse, nous, le maximum dans le low-tech possible. Et voilà, donc le terrain était là, incarné par l'expérience du médecin et des ergothérapeutes dans le projet. Super. Ok. Ouais, bah c'est clairement une question moi que je me suis posée aussi, c'est pourquoi pas des utilisateurs, mais du coup tu as répondu, ils viennent après. J'imagine aussi que le fait que ce soit une population fragile, on n'a pas envie de les déranger plus qu'il ne faut, quoi. Ça aurait été une population d'adultes sains, t'aurais peut-être fait autrement. Absolument. Donc là, encore une fois, c'était la manière, peut-être aussi, parce qu'on avait 20 scénarios dans plusieurs situations qu'on voulait tester. Et on voulait avoir des personnes, en fait, capables de répondre à plusieurs situations. Tu vois, donc, chaque personne qui joue son propre rôle va amener son point de vue. Mais là, on avait besoin d'un multi-point de vue pour tester. Et ensuite, on a fait une étude qui était d'ailleurs, c'était une première étude mondiale avec un robot en autonomie. Et puis, 24 personnes ont vécu une semaine non-stop avec ce robot dans leur pièce, chambre, dans un centre de rééducation. Et là, c'était voilà, une étude qu'on a l'habitude de faire avec cette personne qui vit. Nous, on met la caméra, on fait des diaries, des journaux le soir, on vient voir comment ça se passe, on discute avec des questionnaires, etc. Donc ça, c'était ensuite, après. D'accord. Mais il y avait besoin, en fait, de challenger nos premières idées et qu'est-ce qu'on va programmer sur ces robots. Et donc, cette expérience d'une semaine, ça nous a permis de défricher, de comprendre les choses. Et nous, en tant que chercheurs, je pense aussi qu'on a appris énormément pour d'autres futurs projets. Hein. C'est surtout ça. Et donc, je t'ai pas répondu, en fait, à ta question de qu'est-ce que je fais dans ce domaine et qu'est-ce qui m'intéresse, moi, dans le domaine de la robotique. Je voulais juste préciser qu'on est vraiment très, très loin d'avoir des robots autonomes et je sais même pas si on veut. Parce que du point de vue technique, ce n'est pas possible. Du point de vue écologique, ce n'est pas possible. Et du point de vue utilisateur, ce que tu appelles l'expérience utilisateur, on est loin d'avoir compris tout. Donc, mais tout ça, c'est quand même intéressant parce qu'il y a quand même tout un imaginaire qui nous pousse à réfléchir à cette technologie vivante. Hein, et ça, il y a quand même une couche épaisse de l'imaginaire qui travaille avec l'interaction avec ces objets autonomes
qui propose des choses. Là, on vit tous maintenant la révolution de l'intelligence artificielle. Là, c'est de l'intelligence artificielle incarnée. Donc, c'est ce questionnement aussi qui est intéressant. Et moi, en tant que designer et chercheur en design, ce qui est important, c'est le bénéfice expérientiel. Qu'est-ce que ces objets, dans l'expérience de vie, peuvent amener? À quel coût? Est-ce que ça vaut le coup, justement, de créer une machine qui coûte des centaines de milliers d'euros pour te rappeler que tu as un rendez-vous médical, vous voyez? Donc, ça, c'est aussi, en fait, parfois, on participe à quelque chose et on perd un peu le sens dans l'histoire. Et peut-être, ce qui m'intéresse aussi, c'est de redire, en fait, OK, quels sont les coûts derrière, le pourquoi, en fait, le pourquoi de projet. Et puis, c'est quand même fascinant d'avoir des objets qui bougent autour de toi. Donc ça, c'est de l'autre côté, l'effet de présence d'un objet technologique, c'est quelque chose aussi qui me fascine de certaine manière. Donc, c'est ça un peu le domaine dans lequel je travaille dans la robotique, ce qu'on appelle la robotique sociale. Okay. Robot et humain. Ok, super. Et si je reviens un peu sur cette fameuse semaine là où vous étiez en immersion, alors moi ça me fascine, hein, ça me donne trop envie de vivre cette expérience pour le coup, de tester ça, je trouve ça super. Mais je me projette dans des projets professionnels parce que moi je suis consultante, donc je travaille pour différentes entreprises. Je me dis le budget que ça représente de faire venir un groupe comme ça, enfin on le fait parfois hein, quand on vient d'un design sprint, c'est un peu la même idée, c'est on va réunir tout un groupe sur une semaine complète, mais on sait que ça représente vite un budget, et dans ce contexte-là, par rapport à, du coup, vu que l'ergothérapeute, elle représente le terrain, elle a priori toute la connaissance pour ajuster les scénarios et dire bah non, là c'est pas bon, là c'est pas bon. Je me demande quel est vraiment le ROI de vivre cette expérience, au-delà du fait que pour les chercheurs ça leur apprend plein de choses, que c'est vraiment un moment chouette de partage, etc. Mais d'un point de vue purement, tu vois, froid, financier, etc. Est-ce que si par exemple vous lui aviez fourni les scénarios et qu'elle les avait relus et qu'elle les avait annotés en disant bah non ça c'est pas crédible, est-ce que vous ne seriez pas arrivé quasiment au même résultat pour un budget beaucoup plus faible si on se place, voilà, encore une fois, d'un point de vue de l'entreprise qui doit financer ça? Je ne sais pas parce qu'on n'a pas fait ça et finalement, je pense que j'ai parlé avec les différents ergothérapeutes et le médecin en fait plusieurs années après. De cette expérience pour comprendre finalement ce qui s'est passé. Elle était faite parce qu'il nous semblait qu'il fallait qu'on la fasse d'une certaine manière en fait. On n'avait pas des notions, en fait, à cette époque-là, on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire qu'un robot met ta main sur ton épaule. Ouais. C'était important de le vivre parce que c'était trop nouveau finalement. C'était trop nouveau et on est sur ces technologies émergentes où l'expérience, on ne peut pas se l'imaginer facilement. On peut avoir des films, tu vois, donc peut-être il y a d'autres manières avec justement cette expérience intellectuelle dont on parlait tout à l'heure, de mettre les gens dans une salle et montrer plusieurs vidéos, films, etc. et avoir une réflexion. Mais là, ce qu'on a voulu en tout cas, c'est d'être nous-mêmes cobayes de ce qu'on propose de cette vie finalement avec ces robots et pour pas faire des choses pour les autres en fait, c'est de les vivre pour soi en fait et pour se dire en fait non, oui, ça peut être intéressant mais ça ne vraiment pas et ça nous rend un peu plus lucide quoi de ce qu'on est en train de faire. Je comprends ce que tu dis mais on les a eu aussi ces contraintes, pas tous les ergothérapeutes étaient là une semaine. On a eu deux jours une personne et puis un autre jour une autre personne, etc. Donc on a dû faire avec ce qu'on avait sous la main. Après, je pense que quand on a envie de faire un truc, on trouve des moyens aussi. C'est toujours cette histoire. J'ai fait un appel on parlait de sujets novateurs, tu vois.
j'avais cette personne designer qui a fait de théâtre de l'impro pendant 10 ans. J'ai fait un appel au prof de strat et elle a voulu faire partie de cette expérience, de cette semaine en fait. Okay. Parce que pour elle, c'est quelque chose, une expérience qu'elle a pu valoriser dans ses projets ensuite en tant que consultant designer. Donc, je pense que c'est la manière dont tu présentes et que tu engages le projet autrement que par l'argent et le temps, mais par le sens en fait que les gens donnent à cette chose qu'ils sont en train de vivre. Et parfois, c'est bien en fait de faire aussi ce que tu dis, juste qu'il y a quelqu'un qui dit des choses et qui corrige, mais là, c'était un projet de 5 ans national où on attendait tout ça et une semaine, c'est rikiki en fait. Ouais. C'est vraiment, bon, tu prépares avant, bien sûr, mais c'est très peu par rapport à le temps et les financements qu'on a eu dans ce projet. Hein. Okay. C'est véritablement rien du tout, pour te le dire autrement. Donc, si c'est un truc important, central, il faut y aller, il faut inventer des choses pour ramener, challenger ces choses-là, et puis parfois, il n'y a pas besoin, donc c'est encore une fois arbitraire. Bah, super transition avec la question suivante. Qu'est-ce que tu dirais à un porteur de projet pour le convaincre d'investir dans le design, justement ? Je lui proposerais de venir à l'école, de visiter nos ateliers, de discuter avec nos étudiants et étudiantes, de faire partie d'un jury, 5e année, de découvrir les projets sur lesquels nous travaillons, un projet qu'en recherche. Et l'ingéniosité de designers très complémentaire à celle des ergonomes réside dans la manière dont ils vont comprendre le terrain, s'approprier ce terrain et puis proposer des scénarios avant de le tester ensuite. Et c'est une manière peut-être plus subjective, celle des designers, que d'un ergonome en fait qui est capable de mener des études aussi quanti. Donc je pense qu'il y a les deux qui peuvent travailler ensemble. Moi je crois beaucoup en fait dans des binômes design et autres experts en sciences humaines et sociales, donc anthropologue, ergonome, psychologue, pour amener une richesse et 2 points de vue, 2 regards de terrain et de projet. Et pour finir, on a parlé tout à l'heure un petit peu sur les outils dans une école de design. Donc on forme en 5 ans, ils ont le temps en fait de faire plein de choses, d'apprendre énormément de choses. Donc on leur donne des outils en fonction des différentes filières à strates, mais on les accompagne également sur une façon de faire projet, une posture unique. Et cela, je pense que c'est le plus grand défi de l'éducation, c'est de les aider à se développer cette posture d'ouverture créative, tout en restant ancré dans la réalité de projet, la réalité de l'entreprise, etc., etc. Donc voilà, c'est un travail exigeant et je pense que c'est ça ce qui fait la richesse et toute la beauté de l'enseignement dans une école de design. C'est pour ça que je suis toujours là. Alors, comment tu t'y prends du coup pour essayer de transmettre cette binarité finalement entre l'ouverture d'esprit et la méthode, enfin l'approche c'est quoi que tu mets en place avec tes étudiants ? Sur les enseignements, pendant mes premières années à Strat, j'ai enseigné un cours projet de design d'expérience. J'aimais beaucoup ce cours parce que c'était à la frontière de plusieurs disciplines et on pouvait en fait expérimenter justement des outils qui venaient plutôt de la psychologie, de comment on va capsuler, évaluer l'expérience utilisateur. J'ai dû mettre ce cours en pause après quelques années parce que la charge de recherche, thèse, de suivi de thèse, l'équipe de recherche, voilà, c'était beaucoup. Mais récemment, je suis revenue vers l'enseignement et la conception pédagogique. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'enseigner aux étudiantes à affiner leur regard de designer. Donc, c'est un cours d'enquête terrain que je fais 2e année. Ensuite, 3e année posture réflexive dans un cours de recherche en design. Et vers la 4e année, je suis la responsable de leur carnet de voyage, qui est un carnet d'observation.
Et c'est la manière dont la designer va encapsuler son expérience à l'étranger. Et on les pousse en fait à avoir cette réflexion sur leur propre métier quand ils sont dans une école partenaire à l'étranger ou font un stage à l'étranger. Et en même temps de documenter leur quotidien et travailler toujours le regard hein, par le croquis, par l'observation. Donc ça, c'est un objet que j'aime beaucoup à regarder parce que c'est là qu'on les voit en fait se développer, se mettre à l'étranger. C'est ce qui fait le déclic dans le métier pour nous. Ils prennent de l'autonomie, ils prennent de l'indépendance, ils prennent de la maturité. Et enfin, pour certaines étudiants, je fais aussi un cours où plutôt sur le côté de ce que j'expliquais de Low Tech Lab là avec les robots. Donc c'est un cours en design d'interaction où ils travaillent sur un projet et le but c'est que ça finit pas en présentation PowerPoint, mais ça finit par une expérience à vivre avec des participants de l'extérieur. Et ce qui est beau dans ce projet, c'est que il n'y a pas besoin de les évaluer et que c'est auto-évaluer eux-mêmes parce qu'ils se rendent compte en fait de comment ce projet a été perçu par les gens et c'est pas un prof qui leur dit si t'as bien fait ou mal fait. Et donc c'est finalement il y a un étudiant il y a quelques années qui m'a dit une phrase que je trouve super, mais il dit mais du coup on conçoit plus pour séduire mais pour comprendre. Et je pense que voilà, c'est ça finalement la remarque la plus juste que j'ai entendue sur l'enseignement du design, sur l'enseignement tout court, c'est que bah en fait on n'est là pas pour séduire le prof ou nos partenaires, etc. Mais on est là pour comprendre des choses ensemble avec notre professeur, le contexte dans lequel on travaille, etc. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui me font prendre des éléments de la recherche et essayer de les rendre en mode outil, mais plus partage d'expérience, je dirais, que outil. Et eux, ils sont très sensibles à ce partage d'expérience parce qu'ils ont vu finalement comment un designer a agi et du coup, bah, ça leur parle. Et ils ont envie aussi d'agir en tant que designer ou chercheur. Ah, c'est super cette réflexion de l'étudiant là qui dit on design pour comprendre. Bah, c'est quelque chose que je trouve fascinant dans notre métier. C'est justement cet intérêt ou cette envie, enfin cette posture qu'on doit avoir et qui pour moi fait vraiment partie du métier d'essayer de comprendre et d'essayer de comprendre qu'on s'est trompé, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par là, mais bien sûr. Mais voilà, on sait que la première chose qu'on va concevoir, ce sera pas la bonne, ce sera pas, enfin, est-ce qu'il existe une bonne? C'est une grande question, mais en tout cas que petit à petit on va s'améliorer en se confrontant à d'autres avis, notamment aux avis des utilisateurs, enfin au retour des utilisateurs, mais aussi à d'autres, d'experts, etc. Et en fait, il y a rien de plus riche que d'avoir des retours qui nous disent t'es à côté. Et en fait, je trouve que c'est pas simple. Il y a selon les personnalités, il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec ça. Et pour moi, c'est le côté le plus intéressant et le plus fascinant de ce métier, quoi. Donc, si ils le comprennent en tant qu'étudiants, je pense que c'est déjà beaucoup de gagné pour leur future carrière, quoi. Absolument. Et que la fin la fin d'un projet, c'est pas vraiment la fin de la réflexion. Et qu'un projet, ça amène une expérience, des outils en fait qu'ils ont pu expérimenter et qu'ils repartent dans un autre projet encore enrichi et que c'est en fait c'est pas il y a un qui finit puis l'autre qui commence mais que c'est un continuum et ça je pense que tu vois la manière dont l'enseignement est vu t'as 5 ans, première année tu fais ça, deuxième année tu fais ça, à la chaîne un peu cette réflexivité dont je parlais tout à l'heure, c'est ce qui fait qu'il y a un fil conducteur et qu'on soit capable de lier les cours entre nous, des cours projets avec des cours théoriques et de sortir là-bas en fait avec ta propre construction de tout ce que tu es suite à ces 5 ans dans cette école. Donc, qui continue après dans la vie professionnelle, mais oui, tu as parlé de posture réflexive tout à l'heure, c'est pas un terme qui m'est familier, tu peux me l'expliquer?
Qu'est-ce que c'est que la posture réflexive? Oui, c'est Donald Schoen, qui est un auteur qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Reflective Practitioner, qui explique que pour des gens qui font des choses, en fait, il y a une posture qu'on peut travailler en se mettant un peu plus haut de ce qu'on est en train de faire et réfléchir ce qu'on est en train de faire. Et que grâce à ça, en fait, on va réussir justement à trouver nos outils, à trouver notre manière de faire. Et cette posture, ça se fait en dehors, un peu en dehors de faire, mais main et tête travaillent ensemble pour se rendre compte, pas seulement sur l'objet produit, etc., mais se rendre compte pour qu'est-ce que j'apprends de cet exercice. Donc c'est une démarche réflexive qu'on peut constamment avoir dans notre travail. Tout type de travail, je pense que ça peut être bénéfique d'avoir cette démarche. Ok. D'accord. Prendre de la hauteur finalement sur ce qu'on est en train de faire. Documenter. Oui, documenter, prendre de la hauteur, se poser, réfléchir à se auto-évaluer, tu vois. Ouais. Ça fait partie aussi de cette posture réflexive. On ne l'apprend pas beaucoup dans d'autres écoles d'ingénierie, par exemple. Moi, j'ai expérimenté 3 écoles et on s'est jamais posé la question de prendre un temps à la fin du cours, de se dire mais de tout ça, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'applique, qu'est-ce que ça m'intrigue, qu'est-ce que ça me donne la curiosité d'approfondir. Donc cette posture réflexive, c'est cette discussion en fait sur ce qu'on a fait. Ok. Super, c'est intéressant. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette discussion. Restez à l'écoute car dans la suite, nous allons plonger encore plus profondément dans notre sujet. Pour continuer à échanger, questionner et explorer les thématiques autour de l'expérience utilisateur, retrouvez-moi également sur TikTok, vous trouverez le lien en description. C'était Margot dans Cogito Ergo Sum et je vous retrouve très bientôt pour la suite de notre échange.